Donc, la mairie vous remercie d'être là. Je vais vous présenter ce soir les deux personnes là qui sont à mes côtés pour donc évoquer la problématique énergétique dans le logement, surtout tout ce qui concerne le locatif. Donc, Mélanie Nicolet, qui est ambassadrice de l'efficacité énergétique dans le département, qui est ici, qui va donc nous faire un rappel des notions principales du sujet. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle présentera ses missions. Ensuite, nous aurons, par le biais de Manon Fontani, qui est donc juriste à la DIL, un certain nombre de solutions possibles. Et donc ensuite, nous terminerons par des questions-réponses. Nous avons considéré qu'il était très important de donner une information au Briançonnais sur cette problématique. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes tous réunis ce soir. Donc je vais laisser la parole à Mélanie. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui? Plus loin? Ok. Donc bonjour, je rappelle que ce soir, ça s'adresse, ce qu'on va présenter s'adresse essentiellement aux locataires. Donc nous n'évoquerons pas les aides à la rénovation énergétique pour les propriétaires ou propriétaires bailleurs. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous apportons uniquement des solutions contre la précarité énergétique et la non-décence dans le cadre d'un point de vue locataire. Donc, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la précarité énergétique et je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour à tous, Manon Fontani, donc à la DIL. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique? Alors, définition légale qui est assez récente. Elle nous dit qu'un ménage est en situation de précarité énergétique lorsque ce ménage évoque des difficultés à avoir accès aux énergies nécessaires à la vie quotidienne. Donc typiquement, il a du mal à se chauffer, il peut avoir des impayés de factures d'électricité, voilà. Et cet accès qui est difficile, les causes de l'accès difficile, c'est soit le manque de ressources du ménage, soit sinon la détériorisation du logement, c'est-à-dire que les conditions de logement ne sont pas exceptionnelles et du coup ça crée une précarité énergétique. Il y a aussi l'Observatoire national pour la précarité énergétique qui a rajouté des indicateurs pour un petit peu mieux cerner cette précarité énergétique. Et on considère qu'un ménage est en situation de précarité énergétique lorsque c'est au niveau de ses ressources, entre 10 et 15% de ses ressources sont consacrées à l'énergie. Si Mélanie veut rajouter quelque chose. Alors oui, comme ma collègue vient de dire, donc la précarité énergétique, c'est sur le premier facteur, les ressources. Donc c'est nos ressources des ménages qui nous appartiennent. Après, nous avons un deuxième facteur qui est donc le logement, s'il est bien isolé ou avec des doubles vitrages, simples vitrages. Après, nous avons un troisième facteur qui se rajoute, ça va être le prix de l'énergie qui est quand même en hausse assez souvent, on va dire plus souvent qu'en diminution, à cause du prix de l'énergie fossile, le pétrole aussi qui est en forte hausse. Et nous avons le quatrième facteur qui est du coup mes missions à moi, c'est les usages liés à l'énergie. Donc est-ce qu'on est quelqu'un qui est beaucoup équipé en multimédia? Est-ce qu'on est une personne qui est beaucoup présente dans notre logement et donc on a besoin de chauffer notre logement H24? Est-ce qu'on a des enfants et donc les enfants qui restent longtemps sous la douche, qui n'arrivent pas à déterminer qu'il faut rester l'eau allumée que 5 minutes et pas prendre une douche de 10 minutes. Voilà, ça c'est plutôt mon champ d'intervention. Donc moi je suis amenée à couvrir tout le département des Hautes-Alpes. J'interviens donc à la demande directement des ménages qui rencontrent des difficultés avec leur facture d'énergie
qui ne savent pas trop d'où ça peut provenir. Est-ce que c'est de l'équipement? Est-ce que c'est moi, dans mes usages, qui impacte ma consommation? Donc on va dire que je suis un peu l'Agatha Christie d'essayer d'enquêter sur d'où proviennent les consommations. Attention, je ne fais pas de diagnostic de performance énergétique des bâtiments, ce n'est pas mon travail. Juste, je fais un état des lieux très rapide et plutôt, je vais insister sur les usages et la connaissance de ces équipements. Comment on les utilise, comment on règle un radiateur, comment on règle un ballon d'eau chaude, comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est mon champ d'intervention. Je vais laisser la parole à ma collègue pour plus déterminer les solutions, vous apporter toutes les solutions et tout le côté juridique. Oui, alors quand on parle de précarité énergétique, on ne peut pas faire l'impasse sur le logement indécent, parce que les deux sont intimement liés. Donc le logement indécent, il y a un décret qui le prévoit et qui présente 4 grands axes du logement indécent. Donc un logement indécent, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un logement qui présente une menace pour la sécurité physique et la santé des occupants. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver l'absence de garde-corps au niveau du balcon. Il y a aussi tout ce qui est infiltration d'eau et d'air. Ensuite, le deuxième axe. Le logement doit avoir des éléments d'équipement et de confort nécessaires à la vie quotidienne. Donc si ces éléments d'équipement et de confort manquent ou qui sont détériorés, ça crée des problèmes et donc on est dans un logement indécent. Alors qu'est-ce que c'est que ces éléments d'équipement et de confort? C'est par exemple l'installation de chauffage qui est vétuste, qui ne fonctionne plus, l'installation d'eau chaude aussi, les sanitaires, la cuisine et tout ce qui est réseau. Ensuite, un troisième autre axe, c'est le logement. Il doit répondre à des surfaces et à des volumes des pièces principales suffisants. Le décret, par exemple, ce qu'il nous dit, c'est que le logement doit comporter au minimum une pièce principale de plus de 9 mètres carrés, ou 9 mètres carrés au minimum. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous avez une chambre qui fait 8 mètres carrés, par exemple, vous êtes dans un logement indécent. Non. À partir du moment où cette chambre de 8 mètres carrés, elle est couplée à une autre pièce principale qui fait au moins 9 mètres carrés, on est bon. Et dernièrement, le quatrième axe qui a été rajouté par la loi Elan du 23 novembre 2018, le propriétaire doit fournir un logement qui est exempt de toute espèce nuisible et parasite. Alors, on n'a pas de vraie définition de ce que c'est une espèce nuisible et parasite dans ce contexte, mais à minima, on peut dire que les cafards et les punaises de lit, ça rentre dans ce champ-là. Alors, on va s'arrêter un petit moment sur les infiltrations d'air parasites parce que c'est quand même ce qui est le plus lié à la précarité énergétique. Si vous avez un logement qui est complètement une passoire, qu'il y a l'air qui dépasse de tous les côtés, bah oui, effectivement, vos factures risquent d'être très élevées. Donc, le propriétaire vous doit un logement qui est protégé contre ces infiltrations d'air parasites. Alors, souvent, on pense aux infiltrations qui passent par les portes et les fenêtres, mais pas seulement. C'est aussi par les murs, par les plafonds et par les planchers. Des fois, vous touchez le mur, il est complètement froid et on a presque l'impression que l'air passe. Bon, bah ça, voilà, là, vous êtes en indécence. Il y a aussi sur la cheminée, il faut faire attention. Si vous avez des cheminées, il faut qu'il y ait... Alors, je ne suis pas une experte en tout ce qui est technique cheminée, mais il faut qu'il y ait une trappe qui permettent que l'air ne passe pas. Voilà. Alors, on va s'arrêter juste 2 minutes sur cette diapo, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais juste vous repréciser qu'un logement indécent, ce n'est pas un logement insalubre. C'est 2 termes juridiques totalement différents. Et alors, pourquoi je m'y arrête dessus? Parce qu'en fait, les solutions apportées ne sont pas du tout les mêmes. Un logement insalubre, c'est vraiment un logement où il y a une grosse problématique santé pour les occupants. Il y a une multitude de problèmes. Par exemple, vous avez la moisissure sur tous les murs, vous avez une installation électrique qui prend feu, l'eau qui n'est pas potable. Voilà. Là, on est clairement dans l'insalubrité. Et vous voyez là dans le schéma, l'insalubrité, c'est du domaine du préfet. Donc il faut en appeler auprès de l'ARS. Mais je ne m'arrête pas plus là-dessus. Si après vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Nous, on est vraiment dans le logement indécent. Donc on est vraiment plus dans du droit privé. Et c'est régi par le décret de décence, pas par le Code de la santé publique comme l'insalubrité. Donc là, on passe clairement aux solutions que vous avez quand vous êtes dans ces situations de précarité énergétique ou de logement indécent que je viens de vous décrire.
Dans un premier temps, il y a le recours amiable. Alors, je vous conseille vraiment de toujours passer, d'une manière générale, par un recours amiable avant d'aller devant le juge, quoi qu'il en soit. Donc, dans le département, on a la commission départementale de conciliation qui se trouve sur Gap. Elle est totalement gratuite et elle peut être saisie par le bailleur ou par le locataire et éventuellement par une association qui représente les locataires en cas de litige collectif. Cette commission, son but, c'est que les deux parties arrivent à un accord sur le problème. Là, typiquement, ça va être un accord sur l'exécution des travaux, alors travaux d'isolation, travaux de changement de menuiserie, des choses comme ça, et éventuellement qu'il y ait une réparation du préjudice subi par le locataire. Là, on est sur le préjudice financier d'abord, parce qu'il y a les factures qui vont être très élevées. Après, ça peut aussi être du préjudice moral, parce que si on est sans arrêt dans le froid, qu'il fait 13 degrés dans son logement, oui, on se doute bien que ça ne va pas fort. Ensuite, si vous avez épuisé la commission départementale de conciliation, que ça a échoué, qu'il n'y a pas d'accord possible avec le bailleur, oui, il ne vous reste qu'une seule solution, c'est le recours contentieux auprès du juge. Donc attention, depuis le 1er janvier 2020, on ne parle plus de tribunal d'instance, c'est un tribunal judiciaire. Alors il est toujours basé à Gap, c'est la même chose pour vous, sauf que c'est un tribunal judiciaire. Qu'est-ce que vous pouvez demander au juge ? Vous pouvez lui demander, dans un premier temps, l'exécution forcée des travaux. Ne faites pas les travaux vous-même en espérant ensuite vous faire rembourser. Ça, c'est une erreur. Vous risquez de jamais vous faire rembourser. Et même le juge, il n'accepterait pas un remboursement comme ça a posteriori. Après, ce que vous pouvez aussi demander, c'est une diminution du loyer, parce qu'au vu du logement que vous louez, le loyer n'est plus adapté. Et aussi, éventuellement, vous pouvez demander de dommages d'intérêt pour les préjudices subis, comme on a vu tout à l'heure pour la commission départementale de conciliation. Ça, après, tout ça, ça reste soumis à l'appréciation des juges. C'est vraiment le juge qui évalue la situation et qui voit qu'est-ce qu'il peut apporter comme réponse. Si vous allez au contentieux, n'hésitez pas à mobiliser votre protection juridique. Les protections juridiques, c'est quelque chose qui est annexe à une assurance habitation, même automobile, il y en a. Voilà, renseignez-vous bien si vous en avez une, parce que ça vous permet d'avoir un avocat à moindre coût. Si jamais vous n'avez pas cette protection juridique, il y a aussi l'aide juridictionnelle qui est possible pour obtenir un avocat, mais par contre, l'aide juridictionnelle, c'est soumis à conditions de revenus. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important et qui est vraiment méconnu. Quand on est dans un logement indécent et qu'on est allocataire de la CAF ou de la MSA, il faut le signaler aux organismes payeurs que vous êtes dans un logement indécent. Alors bon, vous faites un dossier complet avec photos, tout ça. Si vous avez des constats, c'est bien. Et donc, les allocations, à la suite, si on constate que le logement est indécent, les allocations sont conservées par la CAF ou la MSA pendant une durée de 18 mois maximum. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça fait ? C'est que cette part de CAF, elle n'est plus versée au bailleur, même si c'est vous qui la percevez directement, vous ne la redonnez pas au bailleur. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas accusé d'impayé, absolument pas. Et c'est tant qu'il ne fait pas les travaux, cette part CAF, elle est consignée. Si jamais il fait les travaux dans les 18 mois, on lui redonne l'allocation. Ça permet, c'est un petit moyen de pression supplémentaire. Quand on a beaucoup d'allocations, oui, c'est sûr que c'est un beau moyen. Si on a un peu moins d'allocations, ouais, ça ne fait pas grand-chose, mais voilà, faut y penser. Alors, sur les obligations du locataire, parce que c'est vrai que quand on est dans ces situations-là de précarité ou d'indécence, souvent on se dit mince, j'ai pas envie de payer mon loyer, voilà, je comprends tout à fait. Par contre, continuez à payer votre loyer et vos charges, parce que si vous arrêtez de vous-même comme ça, sans autorisation du juge, ça va se retourner contre vous. Soit le bailleur, il va entamer une procédure judiciaire pour impayé, voilà. Et soit sinon, il vous délivrera un congé à la fin du bail pour motif légitime et sérieux impayé. Donc on n'est pas plus avancé avec ça. Ensuite, il faut toujours continuer à entretenir son logement et faire les petites réparations locatives. Par exemple, vous êtes en logement indécent, mais là, pas de bol, il y a le flotteur de la chasse d'eau qui tombe en panne. Bon, ça, c'est une réparation locative, il faudra la faire. C'est pas parce que vous êtes dans un logement indécent que vous ne devez pas la faire. Et enfin, ce que vous devez penser à faire, c'est respecter votre préavis en cas de congé. Si vous partez, il y a un préavis à respecter. Donc, quand on est dans un bail vide, c'est 3 mois. Et quand on est dans un bail meublé, c'est 1 mois. Voilà, donc si vous vous êtes reconnu dans les situations que j'ai énoncées brièvement, vous pouvez trouver sur notre site internet, qui est juste écrit
derrière vous un questionnaire de repérage sur les logements. En fait, ça permet de cerner dans quel cadre on est au niveau de votre logement. Il faudra nous le renvoyer à la DIL, ou même vous pouvez directement prendre contact avec moi. Vous avez tous mes coordonnées ici si vous voulez. Et au moins, on prendra un moment pour évaluer la situation et puis pour que je vous accompagne dans les démarches que vous souhaitez faire. Voilà, j'en ai terminé. Donc je crois que, sauf si Mélanie a quelque chose à rajouter, on peut passer aux questions-réponses s'il y en a. Merci. Oui. Excusez-moi, j'ai relevé une erreur qui peut être importante. Je ne peux pas la laisser passer parce que c'est très important. En cas de préavis, vous m'entendez là? Oui, alors ça, si je sais ce que vous allez dire. En cas de préavis, oui. Si vous souscrivez un nouveau bail dans un autre bailleur social, le préavis est de 1 mois. Oui, mais là, je ne parle pas que des bailleurs sociaux, il me semble, effectivement. Voilà. Il y a des cas de préavis réduits. Vous parlez d'APL, vous parlez... voilà. Donc, quand on souscrit un nouveau bail dans un bailleur social, le préavis est 1 mois. Mais tout à fait, il y a des cas de préavis réduits à 1 mois, évidemment. Voilà. Après, moi, j'ai expliqué le principe. Voilà, si quelqu'un me pose la question, je peux même vous les lister, les cas de préavis à 1 mois, il n'y a pas de problème. Même si vous avez un certificat médical qui atteste que votre logement est nuisible à votre santé, vous avez 1 mois. Voilà. Oui. On échange. Bonjour. Vous parlez de constat pour monter un dossier, du coup. Par qui on fait faire ce genre de constat? Alors, quand on est dans un logement indécent, le seul constat que vous pourrez faire, c'est un constat d'huissier. Après, là, c'est peut-être pas nécessaire. Normalement, je ne sais pas si ça se fait bien, mais la CAF, si vous les prévenez que vous avez un logement indécent, que vraiment vous étayez quand même avec des photos, que vous décrivez, il y a des agents de la CAF qui se déplacent. C'est prévu en tout cas dans les textes. Ouais. Et c'est eux qui viennent faire le constat. Et c'est gratuit, bien évidemment. Parce que pour une infiltration d'air, c'est compliqué de faire passer par une photo. Tout à fait. Ouais. Pour ça, effectivement, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc après, normalement, voilà comment ça se passe, comment c'est prévu dans les textes. Il y a des agents de la CAF ou de la MSA qui se déplacent. Sur demande, donc on peut... Ok, d'accord, merci. Voilà. Oui, il y a d'autres possibilités de constat. C'est la préfecture de Gap, puisque moi, en ce qui me concerne, j'étais dans un bailleur à l'OPH et la préfecture s'est déplacée 3 fois. L'ARS, vous voulez dire? Non, la préfecture. Au titre de l'habitat dégradé, de l'aménagement soutenable. Mais je sais, mais là, en fait, on est là pour parler du logement indécent. C'est ce que je vous ai dit, c'est pas l'habitat dégradé, c'est un autre terme. L'habitat dégradé, c'est il y a des infractions au règlement sanitaire départemental. Il y a eu des constats, et donc la préfecture m'a répondu que mon logement n'était pas dans les critères de logement décent. Alors, parce que je pense qu'il y avait peut-être eu une réorientation, infraction au règlement sanitaire départemental. Donc effectivement, ils se sont déplacés, c'est tout à fait normal. Et après, finalement, ce qui a été constaté, c'est que vous étiez dans un logement indécent. Mais effectivement, du coup, ils se sont déplacés, mais parce qu'ils pensaient être dans un autre cadre. Vous voyez ? Mais enfin, c'est une possibilité aussi de saisir la préfecture au titre de l'aménagement soutenable et de l'habitat dégradé, parce qu'au départ, les dossiers qui sont partis du collectif de mon immeuble, de locataires, nous avons fait un dossier à la DIL pour logement indigne. Et après, alors ce qui se passe après, c'est qu'en étoile, ça s'est dispatché dans différents services qui apprécient le dossier en fonction des critères. Et la première évaluation, elle est faite par constat, et c'est délégué par la préfecture ou par la DIL ou par l'ambassadrice qui, en étoile, met tous ces gens en lien. Ça, c'est une cuisine interne. À la limite, on n'a même pas besoin de le savoir. Ça se fait tout seul et vous recevez après des courriers. Et c'est eux qui qualifient le logement de soit indigne, soit indécent, soit différents critères. Mais de toute façon, ils viennent et cette procédure est gratuite. Écoutez, après, nous deux, nous sommes membres du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique.
Donc on voit comment ça se passe quand il y a juste, c'est vraiment entre guillemets, hein, une problématique précarité énergétique et logement indécent, mais qu'on est vraiment dans ces critères. Après là, ce que j'ai pas dit, c'est peut-être une erreur, tous les critères de l'indécence, il y a beaucoup de critères d'indécence qui se retrouvent dans l'habitat dégradé et dans le règlement sanitaire départemental. Après, j'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet, effectivement. Mais effectivement, oui. Mais si on n'est que dans une problématique d'infiltration d'air, par exemple, l'infiltration d'air, elle n'est pas prévue au règlement sanitaire départemental. Il n'y a que le décret de décence qui en parle. Voilà. Bonjour. C'était un cadre un petit peu différent parce que, en fait, à la base, vos dossiers, quand ils ont été orientés sur le pôle, j'ai été la première à être saisie parce qu'il y avait des consommations d'énergie, en fait, hein, qui avaient été beaucoup plus soulevées. Donc, je suis venue rendre visite et j'ai soulevé à mes collègues du pôle qu'il y avait d'autres problèmes que des factures d'énergie. Donc, à l'époque, une dame qui n'est plus là a voulu, bien aimable à elle, de la DDT, se déplacer pour rencontrer le bailleur et faire un constat dans les logements de ce que j'avais évoqué. Après, du coup, ça a pris d'autres pistes et d'autres proportions. On a essayé un petit peu de tirer les ficelles qu'on pouvait. Voilà. Tout le monde a été très diligent sur cette affaire. Voilà. Donc, après, c'est vrai que, du coup, c'est un cas particulier. Ce que veut dire ma collègue, c'est que les critères qu'on parle là ce soir, c'est des critères qui sont, on va dire, si on prend une échelle, elles sont là. Le préfet n'a pas vocation à intervenir sur cette premier échelon. Si par contre, il y a un témoignage, un bon dossier, avec un apport, comme elle dit, de photos, qui montre que vraiment, il y a des fortes dégradations dans le logement, qui peut vraiment impacter, dans ce cas-là, le pôle saisit, bien sûr, l'ARS, ou un service hygiène qu'on a sur la ville de Gap, ou voilà. Mais c'est pour des règlements plus d'insalubrité ou de règlement sanitaire départemental pour ce qui est du maire. Donc c'est des dégâts un peu plus, un peu plus accentués, mais pas dans ce cadre-là de ce soir, en fait. C'est ça qu'on voulait dire. Voilà. Donc le seul levier là, dans ce cadre-là qu'on a ce soir-là, qu'on évoque, c'est comme a dit ma collègue, donc au niveau de la CAF, on peut avoir un signalement, une personne qui peut se déplacer pour faire ce genre de constat, la MSA. Mais après, c'est vrai que après, une fois que le constat est fait, et si le constat par la CAF ou la MSA dit « attention, c'est plus élevé que ce qui avait été dit », là, dans ce cas, oui, après, ça va être réorienté vers l'acteur compétent pour la problématique qui est dans le logement. Mais tout ça, ça prend du chemin. Oui, ce que vous avez dit, si vous voulez bien, que les critères de décence, d'habitat dégradé, etc., tout ça se rejoignait, bien souvent, je voulais le dire également. Moi, j'ai fait faire beaucoup de dossiers qui étaient destinés à la DIL, sur des problèmes divers. Les locataires n'ont pas eu beaucoup de rendus. Ils n'ont pas. À présent, il faut se déplacer avec son dossier. Il fut un temps où on pouvait vous le faire parvenir, le dossier. Maintenant, c'est bien. Vous pouvez toujours. Hein. Oui, mais est-ce que c'est bien une exigence que le locataire qui a ses doléances se déplace? Non, et puis surtout que j'ai 2 permanences à Briançon par mois. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a vraiment aucune nécessité de se déplacer à Gap. D'accord, donc on peut bien communiquer sur les permanences que vous avez. Les permanences, c'est du coup au service urbanisme, au Champ de Mars. C'est les 1er et 3e mardis du mois. D'accord, madame. 1er, 3e, je les noterai avant de partir. Autrement, excusez-moi de parler de mon cas personnel. C'était indécent, dégradé. Après bientôt 1 an de dégâts des eaux, inondations chez moi, les travaux n'ont pas été refaits. Voilà. Donc moi, ça va passer par le tribunal. Mais de toute façon, au bout d'un moment, effectivement, quand vous avez épuisé tous les recours amiables, j'ai envie de dire, la commission départementale de conciliation, vous l'avez saisie ou pas?
Oui, je crois. De toute façon, Ouais, vous l'avez faite j'ai essayé avec un conciliateur. La Et ça conciliation n'a rien donné. a été refusée en bloc pour mon cas personnel de dégâts Ouais. des eaux, qui a été quand même très important, qui a fait du remous, qui m'a fait bouger beaucoup pour les autres locataires, pour savoir comment étaient vérifiées les canalisations, comment étaient les chauffe-eau. Actuellement, je vais aller encore au Nézé. J'ai appris qu'il y a un chauffe-eau qui a été remis au Nézé. Je vais savoir si c'est quitte, si c'est suite à une rupture de chauffe-eau, etc. Quoi. Bon, maintenant, je suis quand même, on dit, excusez-moi, chat échaudé craint l'eau, c'est la vérité. Mais moi, pour moi, depuis le 19 février, les travaux ne sont pas faits. Je suis toujours dans l'appartement. Maintenant, ça va être passé par le tribunal. Bah, de toute façon, oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Quand tous les recours amiables sont épuisés, et malheureusement, il n'en reste qu'un. C'est le recours contentieux. Là, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est fait. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à regarder si vous avez une protection juridique ou au niveau de l'aide Oui, juridictionnelle. tout ça c'est vu, tout ça c'est fait. Ok. J'ai de la chance de pouvoir le faire. Mais vous voyez, quand je suis alertée par on va changer, par exemple, c'est Ortec Environnement qui s'en occupe maintenant après Alpes Sanitaires. Je ne sais pas pourquoi ça a été changé. Eh bien, je suis sur le qui-vive. Je me dis, voilà, je vais demander, est-ce que c'est suite à une rupture de chauffe-eau, puisque c'est ce qu'on attend. Hein, on attend pour changer, enfin le bailleur bien souvent attend pour changer que le chauffe-eau il casse carrément. C'est la façon d'en faire remettre un nouveau, d'avoir un dégât des eaux, et puis que les assurances prennent tout ça en charge. Voilà, bon. Que dire d'autre sur ce sujet? Bien des dossiers qui ont été envoyés n'ont pas trouvé de solution. Après, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers, mais les gens ont peur, et c'est tout à fait normal. Ils ont peur d'aller au contentieux. Et du coup, effectivement, le dossier, finalement, est lettre morte, parce que nous, à Deal, on n'ira pas au tribunal à votre place. Donc, vous voulez dire que bien souvent, sans contentieux, on n'a pas beaucoup de chances d'aboutir? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai juste dit que les gens ont peur d'aller au contentieux, d'aller devant le juge, de déclencher une procédure. Oui, c'est pas anodin, hein, de toute façon, de faire ça. Vrai. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'après, il y a des gens, même de franchir le pas de la commission départementale de conciliation, c'est compliqué. Alors nous, notre but d'être ici, là, ce soir, c'était vraiment pour faire un panel de toutes les solutions qu'il y a. Et surtout, voilà, de voir qu'il n'y a pas que le juge. Il peut y avoir une conciliation. Après, bien sûr, la conciliation, c'est toujours pareil. Hein. Il faut que l'autre partie, elle soit d'accord. C'est sûr que si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Les personnes présentes sont là uniquement pour donner leur avis, mais il n'y a pas de moyen de pression. Non, après, il y a un procès-verbal qui est dressé, chacun signe. Et qui sert au tribunal. Mais, ça sera toujours quelque chose, un élément pour le tribunal, pardon. Mais c'est sûr que si la conciliation, il vous dit oui, je vais le faire, voilà, et qu'il ne le fait pas derrière, après, il ne vous reste plus qu'une seule solution, c'est le juge. Voilà. Là, il y aura un moyen de pression supplémentaire. Mais c'est très important de passer par la conciliation, parce qu'il y a beaucoup de situations qui se débloquent en commission départementale de conciliation. Vraiment. Ça fait quelque chose. Voilà. Voilà, bon, tout ce qu'on pourra dire aux locataires et qui va leur être favorable, je l'espère, à l'avenir. Après, il ne faut pas hésiter, si vous êtes plusieurs d'un même bailleur, vous pouvez saisir en collectif cette commission. Et du coup, ça aura peut-être plus d'impact sur le bailleur en question. Vous voyez ? Alors que s'il n'y en a qu'un parmi 300, le bailleur, il se dit, voilà. Éventuellement, hein, mais après, voilà, si vous êtes plus, de toute façon, l'union, elle fait la force, hein, comme on dit souvent, et ça peut être bien de se regrouper des fois. Alors, des murs non repeints depuis des lustres, des sols qui n'ont plus apparence de sol, qui n'ont plus la couleur, dont la couleur est passée, c'est quoi? C'est indécent, dégradé? Non, on n'est pas dans l'indécence, on est dans le vétuste. On est dans éventuellement réparation du bailleur, voilà, c'est vétuste. Et normalement, le bailleur, il doit remplacer tout ce qui est vétuste. Donc voilà, c'est sûr que quelque chose qui est complètement dégradé au niveau peinture, au niveau sol... D'accord, donc moi je vous envoie pour un bâtiment ou un autre des photos. Vous allez traiter le dossier? Je vais traiter le dossier, je vais vous répondre, vous dire dans quel cadre vous êtes, quelles sont vos solutions, effectivement, voilà. Mais pour des communs, si c'est juste parce que c'est pas repeint... Qui sont dégoûtants, oui. Ouais, après, s'il y a un danger... dans les communs, je ne sais pas lequel, mais par exemple, vous voyez, sur une rambarde d'escalier, sur un escalier, il n'y a pas la rambarde, justement. Là, c'est quand même dangereux, on est dans la sécurité. Là, c'est une police du maire,
par exemple. Ça serait le maire qu'il faudrait saisir au titre de sa police spéciale des équipements communs, éventuellement. Si c'est aussi, si vous avez une cuve à fioul commune qui, je sais pas, qui fuit, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Tout ce qui est les éléments d'équipement commun, non, je vous ai dit une bêtise, au niveau de la rambarde, là, parce qu'il y a une liste précise au niveau des équipements communs, et je suis en train de réfléchir qu'elle n'y est pas. Ça sera vraiment... dans vos dossiers à remplir. Oui. Oui, non, mais ça, oui, ça bien. Mais ça, on est plus sur, du coup, sur, parce qu'il y a les garde-corps, tout ce qui est garde-corps dans le logement privatif, c'est déjà écrit dans le logement indécent. Ça y est aussi, évidemment, dans le règlement sanitaire départemental. Là, c'est un danger pour la sécurité. Voilà. Mais dans les communs, on est aussi pour un danger pour la sécurité. Hein, donc, ouais. D'accord. Merci. 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 Je regrette pour ma part d'apprendre ce soir qu'il y avait quand même un moyen de pression d'informer la CAF. Je n'ai trouvé personne tout au long de mon parcours qui a duré plusieurs années pour m'informer que la CAF pouvait venir et faire pression pour l'APL, parce que j'avais touché à l'époque une APL importante, et ça aurait été, et personne ne le sait. Et c'est vrai que de nombreux locataires se mettent en tort parce qu'ils décident, n'en pouvant plus, de ne plus payer le loyer, et ça se retourne contre eux. Et personne ne savait, et moi non plus, et je n'ai trouvé personne pour m'en informer, qu'on pouvait alerter la CAF, faire un moyen de pression pour que l'APL ne soit plus versée aux bailleurs. Parce que la première chose qui intéresse un bailleur social, c'est l'APL. Oui, c'est sûr. Oui, pour un bailleur social, je suis bien d'accord. Et pour ma part, c'est trop tard, puisque moi j'ai déménagé, je suis dans un logement neuf qui, grâce à l'aide qui m'a été apportée, d'ailleurs à l'équipe municipale, sincèrement, je les remercie beaucoup, parce que c'était devenu infernal. Je suis passée par tous les critères que vous venez d'énoncer, y compris la commission de conciliation, et ça a fait flop. Donc, la conciliation, ouais, c'est pas... Est-ce que vous pourriez, au nom de tous les locataires que j'ai laissés derrière moi, informer les locataires de ce droit fondamental qu'ils ont d'alerter la CAF, et s'ils touchent de l'APL, leur dire qu'ils sont dans leurs droits, parce que c'est quand même un moyen de pression important et légal. Mais de toute façon, parce que personne n'est au courant de ça. C'est vrai. Mais c'est pour ça, du coup, je suis contente que ça vous ait servi, mon intervention. Au moins, vous avez appris quelque chose. Oui, c'est quelque chose, c'est fondamental. Moi, c'est vrai. Bon, après, moi, je suis pas à la DIL depuis c'est terrible, parce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et c'est un moyen de pression important. Je sais. C'est quelque chose que je dis toujours. Quand les personnes me disent qu'ils sont allocataires, quand ils viennent me voir en première, qui m'expliquent qu'on remplit le dossier, tout ça, je leur dis effectivement, il y a ce moyen de pression sur la CAF. Et moi, on ne me l'a jamais dit. Mais je n'étais pas là quand... Je suis désolée, je ne peux pas répondre... Quand cette mesure? Oh, ça fait un petit moment. Je ne saurais pas exactement parce que quelle sincèrement, année, je l'aurais utilisé. Hein. Ouais. Mais je suis désolée, mais voilà, j'y étais pas. Est-ce que quelqu'un... Oui, dans le cas de Madame Gillet, juste pour ajouter, ce qui a péché, c'était qu'elle était seule. On rappelle que du coup, c'est vrai que les autres locataires... Parce que tous les autres dossiers ont été mis de côté. Et nous avions fait au départ un collectif de locataires et nous avons tout envoyé en nombre tous les dossiers à la DIL. Alors, moi, je n'étais pas présente lors de toutes ces commissions. Apparemment, il n'y a eu que 2 dossiers. Le mien et un couple dans un autre bâtiment de la Citadelle, qui ont été jugés recevables. Oui. Mais il y a eu toute une flopée de dossiers sur un collectif qui a été envoyé, dont 2 dossiers qui ont été retenus, dont le mien. Et d'ailleurs, le deuxième dossier, les gens venant des pays de l'Est, eux, quand ils commencent à voir des procédés administratifs, ils ont une telle culture victimaire dans ce domaine qu'ils ont lâché prise tout de suite, ils ont eu peur. Donc je me suis retrouvée toute seule. Je n'étais pas seule au départ, je précise. Citadelle. Oui, je vous avais envoyé tout un tas de dossiers. Je me souviens, il y en avait bien une vingtaine. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a été opposé, ou ça n'était pas bien rempli, ou pas assez rempli, ou
Pourtant, le problème, il était toujours d'infiltration d'air, des joints défectueux, des fenêtres voilées. Tout le monde disait la même chose, tous les locataires avaient le même problème, ou à peu près, à la citadelle. Hein. Donc pourquoi tous ces locataires-là, ils n'ont pas vu leur dossier reçu ? Après, les dossiers ont été très examinés, tous, mais c'est comme vous dites, un problème de remplissage. Il y a des personnes qui mettaient juste leur adresse, qui n'ont pas forcément compris pourquoi ils devaient remplir ce questionnaire, parce qu'il leur a été mis peut-être à leur insu dans la boîte aux lettres, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après, ça n'a pas été super bien rempli. Après, ils ont été étudiés, il n'y a pas de souci. Oui, vous voyez bien à quel dossier je fais allusion, là. Moi, c'est moi qui vous les avais portés. Je me souviens très bien. C'était il y a combien de temps ? Combien ? Pas 3, je dirais combien de temps ? Dominique, 3. Voilà, dans ces eaux-là. Dans un premier temps, leur dossier écarté. On refait la même démarche une deuxième fois. Il y a au moins 2 de mes voisins qui l'ont fait. Je l'ai refait avec eux et qui n'ont obtenu aucune réponse. Avec photo à l'appui. C'est terrible, c'est terrible. En fait, j'entends, je suis vraiment désolée pour mes anciennes collègues, mais moi, j'y étais pas. Oui. L'historique, il est là. Je tiens vraiment à mettre les choses au point très fermement. Et encore une fois, je vous le dis, moi, je suis même plus dans le circuit. Je témoigne ce soir. Pour les locataires qui sont encore dans ce cas-là. Moi, je suis sortie d'affaire. Mais tant mieux, je suis bien contente pour vous. Je peux faire intervenir aussi... Pardon. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je me permets d'intervenir et je vais commencer par me présenter. Je suis Madame Berrer, je suis la directrice de la DIL. Je n'étais pas non plus là donc, à l'époque des faits qu'on rapporte, puisque je suis là que depuis l'année dernière. Il n'empêche que je me permets d'intervenir ce soir et Manon Fontagny est là et je suis de très près son travail dans le cadre du pôle départemental de l'habitat indigne, de la précarité énergétique, dans lequel nous sommes extrêmement actifs et attentifs à ce qui se passe parce que c'est un sujet très important. Et puis comme je l'entends ce soir, il y a des cas malheureusement effectivement qui prouvent qu'il y a encore plein de cas en cours. Et puis au pôle, on traite énormément de cas. Je voulais vous dire, n'hésitez vraiment pas à interpeller. Alors, je suis désolée, effectivement, d'entendre s'il y a des dossiers qui ont été déposés, qui n'ont pas reçu de réponse. Je vous dis honnêtement que tous les dossiers qui arrivent à la DIL, que ce soit par courrier, alors oui, bien sûr, vous pouvez nous les envoyer par courrier. Bien sûr, vous pouvez nous les remettre en main propre lors des permanences qui sont tenues par nos conseillers juristes. Vous pouvez nous les envoyer par mail. L'ensemble des dossiers sont vus par moi personnellement et par Manon qui est ici présente. Donc, une réponse vous sera apportée pour sûr. Concernant la qualification des faits, je comprends qu'il y a une difficulté, même si Manon ce soir a tenté de vous expliquer très, très succinctement un petit peu comment les situations concrètes étaient qualifiées en droit. Je conçois que ça peut être compliqué soi-même d'analyser sa situation en droit et que parfois les solutions, parce qu'encore une fois nous on apporte une réponse en droit qui parfois n'est pas satisfaisante, mais en tout cas, on essaye au mieux de vous aider dans les démarches que vous allez avoir à faire ou que vous allez pouvoir faire pour régler votre situation. N'hésitez vraiment pas à venir vers nous, vers nos juristes, etc. Parce que vraiment, vous venez simplement avec vos déclarations, vous nous expliquez la situation, vous apportez quelques photos si vous pouvez, afin de pouvoir imager un petit peu ce que vous nous racontez. Et on vous aide à ce moment-là aussi, on peut la remplir ensemble, la fiche que vous avez vue tout à l'heure qui est sur notre site, on peut la remplir ensemble parce que c'est également un petit peu fastidieux d'expliquer exactement quelle problématique on rencontre. Est-ce que j'ai de l'humidité? Est-ce que j'ai des remontées par capillarité? Est-ce que les moisissures que je vois sont sont conséquences d'autre chose, etc., etc. C'est pas toujours très très simple.
on a, j'ai envie de dire malheureusement, l'expérience de reconnaître ces situations parce qu'on en a pas mal. N'hésitez vraiment pas à venir vers nous, on remplit cette fiche ensemble et effectivement, après, tous les cas sont traités au sein du pôle ou réorientés vers les intervenants qui sont compétents en la matière. Pour ce qui est de madame, effectivement, il est très important qu'on fasse passer des informations type CAF. Parce qu'en fait, moi, je ne critique pas tout ce qui a été fait avec Mélanie Nicolet, qui a fait un travail remarquable, mais il y a eu vraiment des pressions sur les locataires, il y a eu toute une série d'intentions, d'inertie. On a commencé à nous dire qu'il fallait qu'on se déplace. Moi, je me suis énervée au téléphone. Je ne me déplace pas. Et j'ai pu avoir des rendez-vous téléphoniques et j'ai fait venir les gens. Mais ça a été terrible. Et en fait, la sélection a été faite de la manière suivante. Au téléphone, les interlocuteurs que j'ai eus, ils ont bien compris qu'il y avait un maximum de locataires qui se soumettaient à cette pression et qui ne donneraient pas suite. Oui, d'accord. Bon, aujourd'hui, comme on disait, on est quand même présent sur Briançon 2 fois par mois. Donc, n'hésitez pas. Ça n'était pas en place. Ce n'était pas en place, effectivement. Donc, voilà. Aujourd'hui, on essaye d'être présent. On est basé, donc nous, on est interdépartemental en plus. Donc, on est sur Digne et également sur Gap. Mais on essaye d'être en permanence un maximum de temps pour se rapprocher le plus possible des gens et les rencontrer, que ce soit sur Serres, sur Embrun, sur Briançon, etc., pour justement qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer trop loin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Bien sûr, le téléphone tout de même, que si vous avez juste besoin d'un conseil téléphonique ou qu'un échange par mail peut vous apporter déjà des éléments de réponse, type tout à l'heure, vous souleviez la CAF, les possibilités qu'il y avait. Vous voyez, c'est quelque chose par téléphone qui peut être une information. Voilà. Après, on va aussi continuer à faire un petit peu des interventions pour essayer d'amener l'information justement aux gens pour qu'ils sachent un petit peu qu'ils aient des droits, etc. et comment ils doivent se débrouiller pour les faire valoir surtout. Voilà. Après, nous, on reste quand même sur quelque chose. On vous explique la règle de droit, c'est ça. Vos droits, c'est ça. Vos interlocuteurs que vous pouvez avoir, c'est ces personnes-là. Voilà, on fait au mieux. Mais ce qui est important, c'est de rester dans le droit et de dire aux locataires qu'ils ont quand même des moyens de pression qu'ils ne connaissent pas toutes les articulations et qui sont légales. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et encore une fois, je précise que moi, je suis sortie d'affaires. Je suis là pour témoigner de ce dont j'ai souffert et de ce dont souffrent encore des locataires qui sont en plein dedans et qui subissent des pressions de leurs bailleurs. Parce que moi, je les ai retrouvés, j'ai subi de multiples pressions et représailles. Et j'ai dû partir. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Madame Roussin, ici, et aussi à la Citadelle C, là, tout d'ailleurs, Madame Roussin, vous voulez parler un petit peu de votre problème? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des infiltrations d'eau quand il y a eu de la neige et de la pluie. J'ai téléphoné au niveau des Velux et ils m'ont dit c'est la première fois que ça arrive, c'est pas grave. Enfin, moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le logement, donc c'est pas grave. Vous avez téléphoné à votre bailleur, vous voulez dire? Comment? Vous avez téléphoné à votre bailleur? Oui. Oui, Citadelle C, entrée C. Donc, Madame Roussin fait donc une demande de changement de logement. En outre, il n'y a pas d'ascenseur à la Citadelle C. Madame a, pour des raisons de santé, absolument besoin de vivre dans un bâtiment où il y a un ascenseur ou alors d'être au rez-de-chaussée. Le fait de vous exposer tout ça par un dossier, est-ce que ça va l'aider? Ça va l'aider à obtenir un nouveau logement, parce que là, elle est bien sûr sur la liste pour une attribution d'un nouveau logement. On ne peut quand même pas avoir des chambres avec des Velux et l'eau qui s'écoule à l'intérieur. C'est un moyen, je veux dire, on ne peut plus vivre là-dedans, quoi. Ah bah non, et puis là, infiltration d'eau, on est même au-delà de l'indécence. Tout ce qui est infiltration d'eau, c'est prévu par le règlement sanitaire départemental que je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, c'est de la compétence du maire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut saisir dans un premier temps votre bailleur de manière officielle par une lettre recommandée accusée de réception. En fait, c'est juste pour formaliser votre demande. Qu'il y ait vraiment une preuve que vous l'avez saisie et qu'il a eu moyen de se défendre, on va dire. Voilà.
Vous lui laissez un délai raisonnable. Délai raisonnable, c'est quoi? C'est 15 jours maximum pour qu'il pas forcément pour qu'il change les Velux en 15 jours, parce que des fois les artisans, bon, ils sont un peu longs, mais au moins qu'ils prennent le problème à cœur et qu'ils ne vous répondent pas à changer de logement, par exemple, typiquement. Si vous n'avez pas de réponse satisfaisante ou pas de réponse du tout, là, à ce moment-là, quand on est dans le cadre de l'infiltration d'eau, on est dans de l'habitat dégradé, il faut saisir le maire de votre commune. Et du coup, c'est le maire, ou qui va déléguer quelqu'un, hein, bien sûr, pas forcément lui, qui va se déplacer dans le logement pour visiter votre logement et relever toutes les infractions au règlement sanitaire départemental. Et ensuite, ça sera le maire qui prendra le relais pour mettre en demeure le bailleur d'effectuer les travaux. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à la DIL, on a des courriers types. Si vous avez besoin pour mettre en demeure le bailleur, on en a, vous avez juste à recopier et adapter à votre situation. Et aussi pour saisir le maire, comme ça c'est plus facile, il y a toutes les références juridiques, vous avez tout. Est-ce que vous pouvez rappeler les permanences? Oui, alors les permanences, c'est le premier et troisième mardi du mois. Voilà, au Champ de Mars, au service de l'urbanisme. Premier et troisième mardi. Premier et troisième. Oui, l'heure. Toute la journée, oui. Alors l'heure, c'est de 10h à midi et de 14h à 16h30. Voilà. Alors, on va faire... Voilà. Pour finir et répondre à cette dame, ce n'est pas la première fois qu'il y a des dégâts des eaux au bâtiment C, puisque moi-même j'ai fourni à l'équipe municipale, il y a eu des photos ici lors de précédents jeudis citoyens. Monsieur le maire, vous vous en souvenez, j'ai photographié un magnifique champignon, comme ça, à la citadelle C. Moi j'étais au B, hein, qui repoussait régulièrement à cause des infiltrations d'eau, et donc on vous ment. Il y a des photos déjà bien antérieures à votre dégât des eaux. Et l'équipe municipale les a. Très bien. Eh bien là, je crois qu'on a à peu près épuisé le sujet. Je crois que c'est Monsieur Dordor, non ? Très bien. Eh bien, je vais remercier ces dames pour leur intervention et puis les personnes qui étaient dans l'assistance aussi pour témoigner. Donc, il faut bien noter ces premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Mardi. Premier et troisième mardi de chaque mois. Donc, pour être aidé dans les démarches. La DIL donc est hébergée par le service de l'urbanisme près du Champ de Mars. Et puis donc maintenant, nous allons passer à l'agenda peut-être. Alors, donc, je viens de parler donc des permanences de l'habitat logement, premier et troisième mardi. Ensuite, nous avons le CAU aussi, donc qui est hébergé, le CAUE qui est hébergé aussi au service urbanisme. Donc Conseil architecture, urbanisme, environnement. Donc nous avons la DIL et l'EIE espace info énergie. Ces organismes concernent évidemment tout ce qui est précarité énergétique. Ensuite, le troisième mercredi de chaque mois, l'UDAP 05 assure une permanence au service de l'urbanisme aussi. Donc l'UDAP, c'est l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Ensuite, au niveau des actualités, nous avons une nouvelle année, 2020. Donc le lancement du compte Instagram de la médiathèque La Ruche. Donc voilà, c'est nouveau. Le bal des aînés et la galette des rois qui aura lieu le samedi 18 janvier à la salle du Prorel. Et les vœux du maire le dimanche 26 janvier à 17h au théâtre du Briançonnet. Et vous avez la magnifique carte de vœux qui apparaît à l'écran. Ensuite, il y a une émission Chronique méditerranéenne consacrée à Briançon qui sera diffusée dimanche 12 janvier à 12h55 sur France 3 PACA.
Ensuite, nous avons l'ouverture de l'espace France Service le 13 janvier, donc, qui est situé 23 avenue de la République à Briançon. Donc, avenue de la République pour les Briançonnais, c'est la chaussée, à côté de la Maison de la Justice et du Droit. Donc, aux côtés de la maison, alors dans la Maison de la Justice et du Droit, cet espace a pour, je dirais, objectif d'aider les personnes qui sont qui ne sont pas informatisées. Donc vous pouvez aller dans ce service et être aidé dans vos démarches. Oui. Alors, les horaires, monsieur le maire. Je pense que ce sont les horaires d'ouverture. Non ? Oui, vous allez sur le site et puis et vous prenez contact avec le cabinet du maire et on vous donnera. Voilà. Ensuite, donc il y a l'opération Tous au ski jusqu'au 5 avril. Donc l'opération Tous au ski, vous pouvez aller au CCAS pour bénéficier de cette opération. Tu vas en parler un peu ? Donc, c'est intéressant pour toi. Ah oui, bonsoir. Donc le forfait Tous au ski est délivré sur critères. Donc là, vous venez au CCAS pour avoir les critères. Debout. Attends, j'ai plein de choses là. Voilà. Oui, opération Tous au ski est vraiment fait pour que les parents, parce qu'il y a quand même une aide au niveau des enfants qui peuvent aller au ski. Là, c'est vraiment réservé, non, je croyais. Pour des personnes qui sont soit en formation professionnelle, soit qui bénéficient de la carte club, qui, donc, je ne vais pas en oublier, qui sont à la SS, demandeurs d'emploi, et ça permet aux parents d'accompagner les enfants et de bénéficier donc de 3 heures de ski sur le domaine du ProRail. Donc ça coûte 10 € par personne. La municipalité donne donc sur un forfait de 30 €. La municipalité prend la différence sur 10 € de 20 € et quelques. Voilà. Et c'est jusqu'au 5 avril. Et c'est une fois renouvelable 2 à 3 fois. C'est tout. Voilà. Ok. Merci Marie-Claude. Donc on continue avec l'agenda. Il y a aussi donc le café création d'entreprise à l'Altipolis le vendredi 10 et samedi 17 janvier. Ensuite, nous avons les permanences de Claude Jimenez qui est là dans les quartiers pour écouter les doléances des habitants. Donc, nous avons au Fontenil le 13 janvier, au Chabat le 20 janvier, à Pramorel, Fortville, Mas-de-Blé. Et ensuite, le 27 janvier à Sainte-Catherine. Ensuite, il y a le concert de l'orchestre de violoncelle du Briançonnais le samedi 11 janvier 2020 à 19 h à la face B à Briançon. Donc, il y a aussi les rencontres citoyennes pour la biodiversité le lundi 13 janvier. Vous avez le don du sang avec une collecte de sang le jeudi 16 janvier et le mercredi 29 janvier. Et rencontre littéraire le 16 janvier à 18 h à la médiathèque de la Ruche. Ensuite, nous avons au Centre d'art contemporain une exposition art et poésie du 14 décembre au 5 avril. Ensuite, nous avons l'agenda sport. Alors, le match à domicile le 21 janvier, donc à domicile avec Lyon et Lyon. Le 28 janvier, Rouen. Ensuite, la piscine qui est ouverte tous les jours, avec son espace bien-être, sauna, hammam, jacuzzi, et la patinoire ouverte les mercredis, samedis et dimanches. Voilà. Et je vous remercie de votre attention, messieurs, dames. Et je vous souhaite une bonne soirée.